Olivier Amou, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres pour cette 12e édition du Festival européen du film fantastique de Strasbourg. Ton film est montré en compétition au festival. La première question que j'ai envie de te poser, c'est le point de départ de l'œuvre. Est-ce que c'est l'adaptation d'une sorte de fait divers ou est-ce que c'est le questionnement sur la position de ton personnage principal dans la société, etc. Qu'est-ce qui vient d'abord pour toi ? Ce qui vient d'abord, c'est un scénario, une première version écrite par Aurélien Mola, avec qui j'ai écrit, avec qui j'avais déjà collaboré précédemment sur Maroni, une série pour Arte en 4 épisodes, un thriller fantastique, vaudou, qui a été diffusé en janvier 2018. Et donc, on s'est rencontrés, c'était une rencontre vraiment comme rare entre un réalisateur et un scénariste. Et Aurélien, lui, s'était emparé de ce fait divers, donc, qui a eu lieu à Port-le-Cat en 2013, mais qui en fait est assez banal, hein, ces histoires de maisons squattées avec des proprios qui ne peuvent plus rentrer chez eux, ça arrive tout le temps. Il suffit de s'intéresser au sujet pour voir qu'il y a toujours quelqu'un dans notre entourage à qui c'est arrivé ou à qui un pote lui a raconté que. Chez Aurélien, oui, lui, il est vraiment parti de l'adaptation, parce que c'est vrai que ce couple qui revient en camping-car de vacances et qui se retrouve à vivre dans son camping-car pendant que les squatteurs vivent dans la grande maison, il y a quelque chose d'assez intéressant à traiter, d'assez amusant aussi, ne serait-ce que se retrouver dans la toute petite maison, la caravane, pendant que les autres squattent la grosse baraque. C'est vrai que moi je trouvais ça assez drôle. C'est un sujet, la propriété, qui intéresse beaucoup les gens, qui est super concernant. Ça, on trouvait que c'était un bon point de départ pour un thriller, parce que justement, on savait que ça pouvait aussi ouvrir le public. C'est un sujet quand même très vaste. Et après, moi, je me suis réapproprié le scénario. Et au-delà du prétexte de récupérer cette maison, évidemment, les sujets, les thématiques étaient développées. C'est la violence, la sauvagerie au sein de chacun de nous. Et toute la question ensuite était de donner une autre dimension à cette thématique de la violence. Et de faut-il passer par la violence quand la société se retrouve incapable ou la justice ou l'administration de répondre à notre problème. Permettait de dévier cette thématique-là sur la virilité au sein d'une histoire de couple et la crise d'identité de ce personnage noir et ce à quoi ça va le ramener au sein de la société, de se retrouver dans cette position comme ça de fragilité. Donc évidemment, les choses sont construites, on va dire, au fur et à mesure, par multicouches. Dans le chemin vers la violence, on pense beaucoup à Chien de paille de Sam Peckinpah. Est-ce que c'est une référence dont on te parle beaucoup ? Ouais, on m'en parle beaucoup, mais c'est normal. Moi aussi, j'ai beaucoup travaillé autour des Chiens de paille. Ouais. Ça, je le cacherai pas. Évidemment, parce que ça brasse les mêmes thèmes. On avait ce petit prof qui pensait pouvoir fuir la violence aux États-Unis en allant s'installer dans un petit village anglais. La ruralité, des gens authentiques, etc. Et puis qui va se rendre compte qu'il n'a pas les armes pour affronter ces gens-là, et que son système de valeurs n'est pas tout à fait le même non plus, et que peut-être son système de valeurs est très préfabriqué. Donc il allait se rendre compte de ce qu'était aussi peut-être le réel, enfin en tout cas de Dustin Hoffman. C'est un peu ce que vit le personnage-là, d'où cette question entre l'assimilation et l'intégration. C'est quoi la différence quand ce fameux élève le traite de Bounty, ce que ça lui renvoie. Et puis évidemment, tout l'aspect autour de la sexualité et du rapport avec sa femme. Alors après, il y a d'autres films qui m'ont intéressé. History of Violence, par exemple, traite vachement bien de ça. Il y a l'histoire de ce tueur à gages ranger des voitures, mais en réalité, ce qui est vachement intéressant, et je pense qu'il intéresse beaucoup Cronenberg, c'est justement le rapport à sa femme et la violence dans la sexualité et la virilité, avec ces deux scènes en miroir. Donc il y a pas mal de films justement qui ont abordé l'amour et la violence, pour reprendre le titre d'une belle chanson. Et c'est vrai que c'est des sujets très très connectés en réalité. Je pense qu'un des sujets les plus audacieux de ton film, c'est celui finalement des clichés associés aux races et à une certaine identité raciale. C'est-à-dire que parce que ton personnage est noir, finalement il y a certaines choses qui sont attendues de lui.
Ouais. À un point où c'en est presque comique, mais dans le film, c'est vraiment dramatique pour le coup. Ouais, c'est vrai, et tant mieux. C'est vrai que l'idée, c'était vraiment de jouer avec ces clichés-là, et en réalité, des clichés qu'on a tous en nous, et un peu malgré nous, mais aussi qui sont un peu fabriqués bon, par des siècles d'histoire, mais peut-être aussi de pop culture. Et c'est vrai que c'était intéressant bah, que ce héros noir, justement, ne soit pas capable, avec ses muscles, d'aller se défendre comme on attend de lui, ni même d'honorer sa femme de façon très virile. Au contraire, il est totalement castré, c'est à la reconquête, mais en particulier, je pense, de sa femme. Moi, le sujet, vraiment, pour moi, c'est pas tant la maison que cette histoire de couple, en réalité. On se rend un peu compte dans la mesure où, par exemple, le couple de squatteurs semble très peu t'intéresser. Tu leur donnes relativement peu de place. Oui, mais parce que... Alors ça, c'est des choix, à un moment donné, il faut faire des choix. C'est vrai que c'est un choix qui venait affirmer aussi que le sujet n'était pas vraiment là. Et c'est aussi une manière de les tenir à distance, de faire d'eux les ennemis du héros, ceux que les spectateurs vont détester, mais comment ils peuvent faire ça, mais si ça m'arrivait, mais putain, moi... Enfin, le spectateur a envie que le personnage passe à l'action, lui reproche sa passivité, et finalement, c'est intéressant de voir que lorsque la violence se déploie, alors on se dit mais merde, en fait c'est ce que j'ai voulu depuis le début, mais en fait c'est n'importe quoi. Pourquoi en arriver là? Et le changement de rapport, enfin, en tout cas j'espère, au couple de squatteurs aussi, au début on les déteste, mais finalement c'est des victimes, et dans le fond c'est un peu comme des coucous qui ont volé un nid. C'est ça, c'est la loi des coucous. Voler un nid pour eux aussi pouvoir faire grandir leur enfant, puisqu'on découvre qu'elle est enceinte, dans un environnement propice à une gestation. Donc en fait, tout le monde a ses raisons, et ils sont pas si mauvais que ça, dans le fond. Et du coup, ces retournements permanents, je trouve que c'est intéressant, parce que ça permet au spectateur d'être jamais vraiment confortablement installé du début à la fin dans des convictions. Ça permet de tout le temps devoir se remettre en question. J'aime beaucoup l'idée, voilà, que le spectateur communique en fait avec le film, en fait, et avec ce qu'il ressent du début à la fin. Tes personnages font comme un sacré voyage entre le début et la fin, tous. Et dans ce sens-là, je trouve bien que tu aies des comédiens, tu choisis des comédiens qui viennent pas finalement avec une sorte de mythologie de passé imprimé sur eux. C'est des visages peu connus dans le cinéma français. Je pense que la compréhension du personnage aura été plus complexe avec des visages connus. Est-ce que c'est quand même quelque chose une chose à laquelle tu as pensé? Ouais, mais je pense qu'on s'identifie. Alors moi d'abord, il y avait vraiment le désir de travailler avec eux avant tout, sachant que c'est avec eux déjà que j'avais travaillé dans la série dont je parlais juste avant. Donc j'avais vraiment envie de continuer cette aventure avec eux. Mais oui, c'est évident aussi qu'on va s'identifier beaucoup plus facilement à un acteur si il n'a pas derrière lui déjà 5 ou 10 rôles marquants. On regarde moins un acteur en train de jouer, mais plus facilement un personnage auquel on va s'identifier. Donc c'est évident. D'ailleurs, j'en parlais hier, Funny Games et le remake, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, même si bon, on n'aime pas, moi j'aime beaucoup Funny Games, mais une des raisons pour lesquelles ça marche moins bien. On voit Naomi Watts et Tim Roth, on voit des acteurs, on ne voit pas des gens qu'on ne connaît pas en Autriche. Enfin, je pense que ça joue énormément. L'immersion est beaucoup plus forte, en réalité. Clairement. Est-ce que tu peux nous parler du fait de faire un film de genre en France à l'heure actuelle? On entend souvent des réalisateurs venir nous dire, on cherche malgré tout à accueillir des réalisateurs français, bien sûr, et on entend souvent toutes les difficultés à créer ce cinéma-là en France à l'heure actuelle. Tu fais quand même un film avec des marqueurs de cinéma de genre très forts. Est-ce que tu as pu passer par un financement classique? Oui, écoute, je ne sais pas si on a beaucoup de chance, ou si le scénario était bon, ou si c'est tombé au bon moment. C'est souvent un ensemble d'alignements de planètes. Il se trouve que, ouais, déjà, bon, c'est très difficile de faire du film de genre en France. On en parlait hier soir au Q&A. La diversité du cinéma français, c'est une expression qui, moi, je trouve absolument... Enfin, qui n'est qu'une expression, c'est absolument pas une réalité. Globalement, le cinéma français, ça reste... des films, des comédies populaires et des films d'auteurs marqués avance sur recette, globalement,
où sont les thrillers, où sont même des genres très populaires, comme des thrillers, des polars. Ils sont où? En fait, c'est très très rare. Alors, la science-fiction, le film d'horreur, n'en parlons pas. Donc oui, c'est très difficile de faire du genre, quel que soit le genre, en France, en réalité. Il se trouve que Fury, c'est compliqué, parce que c'est un film... alors on a eu beaucoup de chance, parce que moi je crois que ça arrivait après cette série sur Arte qui a eu beaucoup de succès. Je reprenais le couple, je crois que le scénario a vachement intéressé. Peut-être aussi parce qu'il a cet ancrage-là, social, cette dimension autour du racisme, la propriété, qui est un thème qui parle à beaucoup de gens. Et le film a été monté de façon tout à fait classique. Canal+ nous a suivis, Ciné+, la région Nord, Picta Novo, des Sofica. Donc le film s'est monté vraiment dans le système. Après, ce qui est absurde, c'est que je pense que le système a envie de produire des films comme ça, mais que derrière, on a des gros problèmes avec l'exploitation de ces films-là. Donc le système fabrique des films dont l'exploitation ne veut pas ou dont l'exploitation a peur. Et la difficulté, je pense qu'elle est là. C'est-à-dire que les producteurs n'y vont pas parce qu'ils savent, et les distributeurs aussi, parce qu'ils savent que derrière, ça va être très compliqué de trouver des salles. Et le véritable problème, il est là. Donc ensuite, si on va directement faire des films pour Netflix, il ne faut pas non plus être surpris, en réalité. Parce que, en l'occurrence, avec Netflix, tu sais que voilà, ton film il est produit, tu as un chèque, peu importe la somme, tu fais ton film à partir du moment où ils sont d'accord avec ton script, tu y vas, derrière, tu as 150 millions de téléspectateurs potentiels. Et alors oui, malheureusement, tu n'as pas la salle, tu n'as pas ce rapport au grand écran, au public surtout, qui est quand même le truc génial. Mais au moins, le film, tu le fais et il va être vu. Donc c'est quand même super compliqué, parce qu'on pourrait reprocher tout un tas de choses à Netflix, mais en tout cas, sûrement pas d'aller à fond dans des films très ciblés et d'y aller radicalement, parce que ça va s'adresser à des gens qui veulent voir tel type de cinéma. Et du coup, on peut faire du soap opéra dynastie, mais on peut faire du film de genre hyper radical et créatif, parce qu'on s'adresse à des gens, à des cibles. Et ça a ses avantages d'un point de vue créatif quand même. Là, on parle de Netflix parce que c'est le cas pour Fury qui a été acquis par Netflix, mais qui, précisons-le tout de même, aura une sortie salle en France. Oui, donc il sort le 6 novembre. Et il aura vraiment... Non, moi j'ai beaucoup de chance en réalité, parce qu'il y aura sa sortie France, la VOD, les DVD, il y aura la diffusion sur Canal, donc il va vraiment faire sa petite vie comme un film français. On a quand même beaucoup... moi j'ai beaucoup de chance, le film j'espère qu'il sortira sur une quarantaine ou une cinquantaine de salles, ce qui est quand même super pour un film de genre en France justement. Et on a des super distributeurs, New Story, qui se battent bien pour le film. Et en même temps, voilà, à l'étranger, il pourra être vu sur la plateforme de Netflix. Et c'est vrai que je suis ravi, puisque sinon il aurait fallu travailler avec tout un tas de petits distributeurs locaux, etc., qui auraient fait ce qu'ils auraient pu. Bon, là au moins, on sait que le film... Alors après, est-ce qu'il disparaîtra dans le flux, tout ça, ça je ne sais pas. Il n'y a qu'eux qui peuvent décider de le mettre plus ou moins en avant, mais c'est pas moi, je décide rien. Eh bien, en tout cas, on lui souhaite la plus belle carrière qui soit. Merci beaucoup de tes réponses. Merci.